Je suis assis dans mon bureau et regarde par la fenêtre. Le vent d'hiver souffle dehors, et la météo annonce de fortes chutes de neige. Bien sûr, cela rend la plupart des habitants de la ville heureux, puisque Noël est encore à presque 3 semaines. Cependant, certaines familles ne sont pas si heureuses. Tout tourne autour du fait que le taux de chômage dans le comté est maintenant de plus de 14%. Cela signifie que de nombreuses personnes sont sans emploi. J'ai pris une pancarte de mon bureau et l'ai regardée. Il était écrit « Tom Ambrose, président ». Je me suis remémoré le jour où j'ai acheté la station de radio, avec une légère tristesse mais aussi une grande fierté. Vous voyez, je possède la seule station de radio de la ville et du comté, WJTW, 1590 AM alors que je suis assis dans mon bureau et regarde le vent tourbillonner la neige, mon humeur oscille entre la mélancolie et l'espoir. Même la musique de Noël qui résonne des haut-parleurs de mon bureau ne me remplit pas de joie des fêtes comme d'habitude. Ces temps étaient désespérés pour moi, car j'étais en danger de faillite. Mais j'avais un plan qui, je l'espérais, me sortirait d'affaire. Tout a commencé il y a presque 18 mois lorsque la société Windward Sporting Apparel a annoncé qu'elle mettait fin à toutes ses opérations aux États-Unis. Il ne restait que 2 usines, une dans le New Jersey et une près de Milton, en Caroline du Nord, ma ville natale. Notre usine locale était le 5e plus grand employeur de la région. Il y avait beaucoup de rumeurs sur la fermeture de l'usine, mais finalement, la décision a été prise de cesser toutes les opérations. L'usine a fermé en seulement 2 semaines, laissant près de 200 personnes sans emploi. C'était 200 emplois directs. Le quartier a probablement perdu 300 ou 400 emplois indirects en raison de la fermeture de l'usine. Cela a été suivi par l'annonce que le magasin Walmart local allait fermer ses portes ouvertes à 20 miles de là. Ensuite, plusieurs autres entreprises ont fermé ou déménagé, y compris la pharmacie CVS. Puis l'économie nationale s'est effondrée. Le chômage dans notre région se situait entre 14 et 15% et menaçait d'augmenter. Alors que l'économie de notre région s'effondrait, la station de radio a perdu environ 40% de ses annonceurs, et maintenant j'avais du mal à payer mes factures. J'avais des dettes hypothécaires pour la station et pour le terrain que j'avais acheté pour la nouvelle tour. De plus, je venais d'apprendre qu'Edgar Brenner, le détenteur de l'hypothèque sur le terrain, insistait pour le saisir. Ma dette n'était que de 37 000 $, mais si je ne pouvais pas régler l'hypothèque, je perdrais le terrain et tout l'argent que j'avais investi dedans. Il semblait que tout ce que je faisais était jongler avec les factures et tenir les loups à distance. Posséder ma propre station de radio était un rêve de toute une vie. J'ai toujours été fasciné par toutes les formes de diffusion, mais j'aimais particulièrement la radio. Mais en raison de tous mes récents ennuis, ma confiance était sérieusement ébranlée. Néanmoins, mon amour pour la radio est resté. On m'avait appris dans mes cours de commerce que si vous continuez à perdre de l'argent, vous devez couper vos pertes. Mais je ne voulais pas abandonner la station. Mon histoire d'amour avec la radio a commencé quand j'étais en 2e année. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué pour la première fois le poste de radio à lampe que ma mère laissait toujours allumé dans la cuisine. Il avait un son agréable, doux et chaleureux. Le matin, maman le réglait sur sa station préférée, WNEW à New York, et William B. Williams remplissait la pièce de conversations amicales et de musique douce. Les jours d'hiver froid, je regardais le poste de radio et j'enviais Monsieur Williams. Il était dans un endroit chaud et sûr, tandis que je devais bientôt sortir dans le froid pour aller à l'école. Bien sûr, je n'avais aucune idée à l'époque que Monsieur Williams devait probablement se lever à 4 heures du matin et se frayer un chemin à travers la circulation de New York dans le froid glacial pour arriver à cet endroit chaud et sûr. Quoi qu'il en soit, je crois que c'est à ce moment-là que je suis tombé amoureux de la radio. Mon amour pour la radio a grandi au fil des ans, et lorsque je suis arrivé au lycée, c'était devenu presque une obsession. Et oui, j'étais le gars qui faisait les annonces du matin. J'étais aussi proche de la radio que je pouvais l'être à l'époque. Et oui, j'étais aussi l'un de ces bizarres qui aidaient avec les supports audio et visuels pour l'école. Peu de temps après la rentrée scolaire, j'ai trouvé un emploi. C'était à temps partiel pendant l'année scolaire et à temps plein pendant l'été.
J'ai mis une grande partie de l'argent que je gagnais dans un compte d'épargne que j'ai appelé mon fonds pour la station de radio. J'ai continué à travailler à l'université et à économiser de l'argent. J'avais des notes assez bonnes pour obtenir une bourse d'État, et mes parents payaient le reste pendant que je poursuivais un diplôme en commerce. Je voulais me spécialiser en communication, mais je savais aussi qu'un diplôme en commerce ne ferait pas de mal lorsque je posséderais enfin ma propre station de radio. Dès que mes parents m'ont laissé dans ma chambre de dortoir ma première année d'université, j'ai cherché une station de radio universitaire. À la fin de ma première heure à l'université, j'étais déjà inscrit comme bénévole. Les 4 années suivantes ont été formidables, et ma dernière année, j'ai été promu directeur de la station de radio. Et encore plus merveilleux, c'était un emploi rémunéré. Je recevais 500 $ par mois pour gérer la station. Le seul inconvénient était que je devais socialiser avec Chad Duncan III. Chad était un snob insupportable. Malheureusement, il était aussi le rédacteur en chef du journal de l'école. Les parents de Chad étaient assez riches et possédaient plusieurs journaux et magazines dans le Nord-Est. Et il disait à tout le monde qui il était, combien d'argent ses parents avaient, et qu'un jour il dirigerait Tristar Media. Comme je l'ai dit, c'était un snob insupportable. Néanmoins, je devais discuter avec lui lors de tous les événements scolaires pour planifier une publicité appropriée sur le campus. Je devais aussi discuter avec lui lors des réunions trimestrielles sur le budget que l'école exigeait pour toutes les organisations recevant de l'argent du collège. J'ai commencé à assister à ces réunions lorsque j'étais en 2e année, et je me suis vraiment impliqué en 3e année lorsque l'on a décidé que je serais le prochain directeur de station. Pendant sa 3e année, Chad est devenu rédacteur en chef du journal de l'école, ce qui n'a fait qu'augmenter son ego. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois lorsque j'ai présenté mon budget au début de ma dernière année. La station avait désespérément besoin de remplacer une série de vieux équipements. Je jure que Marconi a dû construire certains de nos équipements, tellement ils étaient vieux. Chad voulait également augmenter le budget pour acheter un nouveau système informatique, même si les ordinateurs actuels avaient moins de 3 ans. Il voulait aussi acheter de nouveaux meubles pour les bureaux du journal. Lorsque les budgets ont finalement été approuvés, la station de radio a reçu une augmentation de 40 000 $ et le budget du journal a été réduit de 25 000 $. Inutile de dire que Chad était furieux. Le budget du journal a été réduit car il est devenu numérique il y a quelques années. Autrefois, la plus grande dépense était l'impression. Mais de nos jours, ils imprimaient beaucoup moins de journaux physiques. La plupart des étudiants lisaient le journal via une application sur leur téléphone. Peu importait à Chad. Il détestait maintenant la station de radio, et surtout moi, puisque j'étais le directeur de station. Depuis que j'avais rencontré Chad, je savais qu'il avait une petite amie nommée Amanda Edwards. Elle n'était pas éblouissante, mais elle était très gentille. Quoi qu'il en soit, ils étaient ensemble depuis le début de la première année, mais ensuite Chad l'a soudainement larguée au milieu de la dernière année. Cela a vraiment contrarié Amanda, qui, en plus de se spécialiser en design d'intérieur, était l'une des chroniqueuses du journal de l'école. Amanda est allée travailler à la station de radio, ce qui a encore plus aigri Chad contre la station de radio et moi. J'ai donné à Amanda un poste de reporter itinérant et lui ai confié la responsabilité d'animer une chronique éditoriale hebdomadaire. Même si Chad l'a rejeté, il était indigné que je l'ai embauché à la station de radio, alors la colère de Chad s'est déversée sur le journal de l'école. Il a commencé à critiquer la station de radio dans chaque numéro. Nous, à la station de radio, bien sûr, avons riposté. Ensuite, Chad s'est plaint au président du collège que nous gaspillions notre budget en pizza et en bière. Même si nous organisions des soirées pizza et bière chaque semaine à la station de radio, nous payions de notre poche. Malgré tout, j'ai dû comparaître devant le conseil de discipline. Chad est arrivé avec des photos de certaines de nos soirées. Moi, j'étais là avec des reçus montrant où chaque centime dépensé du budget de la station était allé. De toute évidence, nous n'avions rien fait de mal et aucune mesure disciplinaire n'a été prise contre la station ou contre moi. Néanmoins, je trouvais toute cette querelle ridicule et j'ai essayé de tourner la page. Chad a vu cela comme une faiblesse et a intensifié ses attaques. Ça a pris quelques semaines, mais nous avons eu notre revanche,
Du moins c'est ce que nous pensions. Nous l'avons fait avec l'aide de l'étudiant en informatique Billy Williams. Chaque semaine, lorsque l'article était prêt pour la publication, Chad le révisait une dernière fois. Ensuite, il transférait numériquement le produit fini à l'imprimerie et le publiait en ligne. Billy a trouvé un moyen d'intercepter l'article fini et de le substituer à celui que nous avions écrit. Nous n'avons rien fait de terrible, juste inséré des histoires ridicules, des douzaines de limerick et seulement la moitié de chaque score sportif. Nous avons ajouté quelques éditoriaux loufoques demandant une sieste dans chaque cours. Nous avons également publié un article demandant que les fontaines d'eau distribuent de la bière au lieu de l'eau. Lorsque le journal est sorti, Chad était furieux. La plupart de son équipe ont trouvé ça très drôle, ce qui l'a encore plus énervé. Je ne comprenais pas pourquoi il était si contrarié. Selon tous les comptes, c'était le meilleur numéro du journal depuis des années. Nous voulions embarrasser Chad, mais les choses se sont retournées contre nous. Cependant, Chad ne l'a pas vu de cette façon. « Espèce de salaud !» a hurlé Chad en entrant dans mon bureau et en jetant une copie du journal sur mon bureau. « C'est toi qui as fait ça. Tu as ruiné le journal. » Chad était tellement en colère que de la bave volait de sa bouche. « Je ne sais pas comment tu as fait, mais tu l'as fait. Je ne l'oublierai pas. » Après avoir fini sa diatribe, Chad a quitté la station de radio en sautillant et j'ai souri, mettant l'incident hors de ma tête. L'un des bons côtés de notre farce était que le journal avait cessé de publier des articles méchants sur nous. Je pensais qu'il s'était enfin calmé et avait mis l'incident derrière lui. Mais la vérité était que l'administration avait déjà sévi contre Chad. Il pensait qu'il abusait de sa position au journal. Et Chad était le genre de personne qui ne pardonne pas et n'oublie jamais. Peu de temps après la sortie du faux journal, Amanda et moi avons commencé à sortir ensemble. Au début, c'était juste des rencontres occasionnelles, mais au fil du temps, les choses sont devenues plus sérieuses. Au début, je ne pensais à Amanda que comme une bénévole. Ensuite, nous sommes devenus amis et avons finalement commencé à sortir ensemble. Après avoir développé une relation étroite, nous avons emménagé ensemble et avons vécu dans le même appartement les 3 derniers mois d'école. À ce moment-là, j'étais complètement amoureux d'elle et je pensais qu'elle ressentait la même chose pour moi. Quoi qu'il en soit, 6 mois après l'obtention du diplôme, Amanda et moi nous sommes mariés. Amanda a trouvé un emploi en tant que designer d'intérieur pour une grande entreprise. En même temps, j'ai décroché un poste de courtier en bourse pour une grande organisation financière. Nous gagnions tous les deux bien notre vie, mais nous détestions nos emplois. Amanda détestait la femme pour qui elle travaillait, et moi je détestais vendre les instruments financiers créés par notre entreprise. Je les considérais comme des investissements défectueux. Néanmoins, les choses ont continué pendant 1 an jusqu'au jour où Amanda est rentrée à la maison et m'a informé qu'elle démissionnait de son poste. Elle avait décidé qu'elle voulait créer sa propre entreprise de design d'intérieur. J'étais un peu contrarié qu'Amanda n'ait pas jugé bon d'en discuter avec moi en premier. Cependant, je voulais soutenir ma femme dans son nouveau projet, alors j'ai laissé passer. J'aurais dû réaliser que c'était le premier signe d'alerte concernant mon mariage. Avec un seul revenu stable, je payais la plupart des factures. Depuis notre mariage, chaque fois que je recevais une récompense, je la divisais entre le fonds de notre nouvelle maison et le fonds de ma station de radio. 80% allaient au fond de la nouvelle maison et 20% au fond de la station de radio. Et si Amanda recevait de l'argent pour son travail, elle transférait cette somme sur le compte de la nouvelle maison. Cependant, après qu'Amanda ait démissionné sans en discuter, j'ai modifié la répartition des bonus. Ce serait désormais du 50 à 50. Amanda n'était pas contente de ce changement et ne contribuait plus un sou au fond de la nouvelle maison. C'était le deuxième signe d'alerte et je l'ai complètement ignoré. Environ 1 an plus tard, les patrons de mon travail ont décidé que je faisais un très bon travail, alors ils m'ont offert un nouveau bureau à Greenville, en Caroline du Nord. Je pensais qu'Amanda allait exploser quand j'ai abordé le sujet. Mais à ma grande surprise, elle était ravie. Parce qu'Amanda était confrontée à de plus grandes entreprises de design d'intérieur dans notre bureau actuel, son entreprise ne se développait pas aussi rapidement qu'elle le souhaitait.
L'idée de déménager dans une ville plus petite l'intriguait. Le déménagement s'est déroulé sans encombre et l'entreprise d'Amanda a effectivement grandi. Cependant, elle ne gagnait toujours pas autant d'argent qu'en travaillant pour une grande entreprise de design d'intérieur. De mon côté, j'ai reçu une prime pour avoir déménagé à Greenville. J'ai également reçu une prime pour avoir ouvert un bureau et l'avoir équipé en moins d'un mois. Enfin, j'ai reçu une prime pour avoir rendu le bureau rentable dans les 6 premiers mois d'activité. Malgré tout, je détestais ce travail. Mais nous nous sommes installés dans notre nouveau lieu, une maison louée, et nos vies ont continué. Les week-ends, Amanda et moi partions explorer les petites villes des comtés entourant Greenville. Amanda était toujours à la recherche de meubles et d'accessoires qu'elle pourrait utiliser dans son entreprise. Quant à moi, je cherchais des radios anciennes. Jusqu'à présent, j'en ai acheté 5, dont l'un était le modèle exact que ma mère utilisait dans la cuisine il y a toutes ces années. L'une de ces excursions a changé nos vies pour toujours. Ce jour-là, nous avons décidé de visiter la petite ville de Milton. Après avoir visité tous les magasins d'antiquités d'une partie de la ville et déjeuné dans un charmant dîner, nous avons décidé d'explorer un peu plus la ville. Nous avons pris une rue latérale de la rue principale et nous nous sommes retrouvés dans un joli quartier résidentiel. Je voulais faire demi-tour, mais Amanda souhaitait continuer à se promener dans le quartier. J'ai rappelé à ma femme qu'il y avait plusieurs autres magasins d'antiquités de l'autre côté de la ville que nous n'avions pas encore explorés. Néanmoins, elle était fascinée par la variété des maisons de styles différents. Alors que nous tournions un coin de rue, Amanda a repéré une imposante maison coloniale à 2 étages à environ 2 pâtés de maison. Elle a insisté pour que nous y jetions un coup d'œil, et en nous approchant, Amanda était ravie de voir une pancarte « À vendre » dans le jardin. Non seulement la maison était à vendre, mais elle était également ouverte ce jour-là. Amanda m'a pratiquement traîné jusqu'aux marches et l'agent immobilier était ravi d'avoir quelqu'un à qui montrer la maison. Apparemment, ce n'avait pas été une très bonne journée pour elle. Quoi qu'il en soit, Amanda a suivi la propriétaire, inspectant chaque coin de la maison. D'après ce que j'ai pu voir, la maison était bien construite, mais avait besoin de réparation. Après avoir visité la maison une fois, Amanda voulait la parcourir à nouveau. Cependant, j'ai trouvé quelque chose de beaucoup plus intéressant pour moi. J'ai découvert une station de radio située dans le champ derrière la maison. Pendant que ma femme regardait autour de la deuxième maison, je me suis dirigé vers la station. L'enseigne à l'extérieur indiquait WJTW 1590 AM, votre station de radio locale. Les lettres I et O dans le mot radio étaient tellement effacées qu'elles étaient presque invisibles. J'ai trouvé Madame Sylvia Porté dans un bureau à l'intérieur de la station. Je l'ai probablement surprise car elle pensait avoir verrouillé la porte. J'ai rapidement appris qu'elle possédait à la fois la maison que ma femme avait étudiée et la station de radio. Elle et son mari dirigeaient la station depuis 32 ans. Au début, ils vivaient dans une partie de la station de radio après que M. Porté eut agrandi le bâtiment. Il avait ajouté 2 chambres, une salle de bain, un petit salon et une cuisine au bâtiment original de la station. Il avait également installé une cheminée dans le salon. Après la naissance de 2 filles, M. Porté avait construit une maison coloniale à 2 étages de l'autre côté du champ. Madame Porté a dit que son mari était décédé il y a 2 ans, ce qui avait assombri ses yeux. Elle avait essayé de continuer à gérer la station mais son cœur n'y était plus. La station était en vente depuis plus d'1 an mais personne ne s'y intéressait. Finalement, il y a 5 mois, Madame Porté a fermé la station. De plus, la licence de la station était arrivée à expiration et elle n'avait pas l'intention de la renouveler. Son plan était simplement de vendre le terrain. En discutant avec Madame Porté, j'ai eu l'impression qu'elle était désespérée de déménager en Floride pour être près de ses filles. Jusqu'à présent, elle était très découragée car non seulement personne ne faisait d'offres sur la propriété, mais les 2 dernières offres sur la maison avaient échoué. Aucun des acheteurs potentiels n'avait pu obtenir de financement. Les gens ont alors convaincu Madame Porté de ne pas chercher de financement par elle-même. Mais maintenant, elle a commencé à reconsidérer cette décision. Plus je parlais avec Madame Porté, plus je me sentais encouragé.
Je voulais tellement posséder cette station de radio que je pouvais presque la goûter. Je lui ai dit que j'étais très intéressé mais que je n'avais pas assez d'argent. Surprise par mon intérêt, Madame Porté m'a rapidement proposé une hypothèque sur la propriété. Lorsque j'ai retrouvé ma femme, mon cœur battait à tout rompre. Avant que je puisse dire un mot, Amanda m'a informé qu'elle était tombée amoureuse de la maison et voulait faire une offre. Elle pensait que la maison pourrait être transformée en vitrine pour son entreprise. Autour d'une tasse de café, je lui ai parlé de la station de radio et de sa disponibilité. Je lui ai proposé de faire une offre sur les 2 propriétés. Lorsque j'ai exposé pour la première fois mon idée d'acheter la maison et la station de radio, Amanda a hésité. Elle sentait que nous devrions utiliser les 2 fonds pour verser la plus grande somme pour la maison et utiliser le reste pour effectuer les réparations nécessaires. Bien que la maison fût bien construite et solide, Madame Porté en faisait peu pour l'entretenir. Il fallait la repeindre à l'intérieur et à l'extérieur, et remplacer le revêtement de sol. De plus, des fissures étaient apparues à certaines fenêtres et le revêtement du porche nécessitait des réparations. Certains des barreaux de la rampe étaient cassés et devaient être réparés ou remplacés. Je savais qu'Amanda paniquerait si je rejetais catégoriquement son idée. Au lieu de cela, j'ai expliqué que j'étais sûr que nous pourrions obtenir une bien meilleure affaire sur la maison si nous achetions les 2. J'ai également dit à Amanda que j'étais confiant de pouvoir convaincre Madame Porté de financer la vente de la station et de la maison. À la fin de notre conversation, Amanda était d'accord. Nous avons proposé 200 000 $ pour la maison et après avoir étudié la valeur des 10 acres sur lesquels se trouvait la station, j'ai conclu qu'il valait 75 000 $. J'ai ensuite déterminé la valeur de la dépréciation de l'équipement de la station et j'ai offert 100 000 $ pour cela. Madame Porté a accepté l'offre et a accepté de financer la vente de la maison à 4% d'intérêt et de la station à 7% d'intérêt. Ce même jour, nous avons signé les papiers. 4 semaines plus tard, nous avons conclu la vente de la maison et de la station. Amanda et moi étions aux anges. Nous avons versé 30 000 $ pour la maison et j'ai versé 20 000 $ pour la station. Le solde du nouveau compte de la maison a été utilisé pour commencer la restauration et j'ai utilisé les 8 000 $ restants du compte de la station de radio comme fonds de fonctionnement. Nous avons emménagé dans la nouvelle maison 2 jours après la clôture de l'accord. Le trajet jusqu'à Greenville durait environ 45 minutes aller-retour. J'ai rapidement appris à le détester mais je me suis retenu en disant que je possédais maintenant la station de radio. De plus, le salaire régulier a allégé le stress de gérer les 2 prêts hypothécaires. Une fois installés dans la maison, nous avons immédiatement commencé à la rénover. J'ai engagé un peintre pour peindre l'intérieur de la maison puis l'extérieur. En même temps, Amanda a contacté une entreprise de revêtement de sol. Ils nous ont convaincus de rénover les planchers de bois franc au rez-de-chaussée, d'installer de la moquette dans les escaliers et les chambres. Ils nous ont également convaincus de poser du carrelage dans la cuisine et les salles de bain. Amanda a ensuite organisé l'intervention d'un homme à tout faire pour réparer les fenêtres et les barreaux cassés. Quant à la station de radio, la première chose que j'ai faite a été de contacter Scott Wainwright. Il était l'ingénieur contractuel de Madame Porté. Je lui ai demandé de faire une évaluation complète de ce dont la station de radio avait besoin, par ordre d'importance. Quand Scott a terminé, c'était un rapport détaillé sur chaque équipement de la chaîne sonore. C'était tout l'équipement du studio principal, des limiteurs et des moniteurs jusqu'au transmetteur. Cela incluait également tout ce qui partait vers la tour. Selon lui, quelques petits équipements devraient être remplacés immédiatement. Il était cependant catégorique sur le fait que j'avais besoin d'un nouveau et amélioré programme d'automatisation. Tom, a dit Scott en montrant un système d'automatisation qu'il recommandait, avec ce système, tu peux littéralement gérer la station tout seul. Cela m'a convaincu, et même si le système d'automatisation coûtait presque 4 000 $, je l'ai acheté. J'ai ensuite décidé de programmer la station avec des succès des années 60, 70 et 80, ainsi que des classiques de la musique country. Je ne savais pas ce que les auditeurs voulaient, mais je me suis dit que ça fonctionnerait jusqu'à ce que je comprenne. Et ça a marché, c'était exactement ce que les auditeurs voulaient. Une autre chose que Scott a partagée a attiré mon attention. Avant de mourir,
Fred avait engagé un ingénieur en radiodiffusion de Washington pour réaliser une étude de faisabilité sur le déplacement de la tour de la station à 20 miles plus près de Greenville. L'étude a montré qu'un tel déplacement fournirait un signal fort dans les limites de la ville de Greenville. J'ai également appris que Fred avait déjà déposé une demande pour le nouvel emplacement de la tour auprès de la FCC, et elle avait été approuvée. Cependant, la demande devait expirer dans 3 mois. J'ai immédiatement demandé une prolongation, qui a finalement été accordée. Mais le principal obstacle à ce plan était le coût. Le coût total de la construction d'une nouvelle tour et du système terrestre s'élevait à environ 125 000 $. Et cela ne comptait pas le coût du nouveau terrain sur lequel la tour serait installée. C'était de l'argent que je n'avais pas. J'ai donc mis le projet en attente et j'ai simplement repris la demande, essayant de réunir les fonds nécessaires. J'ai pris une semaine de congé pour aider aux rénovations de la maison et programmer la musique dans le nouveau système d'automatisation. Une fois la musique chargée, j'ai ajouté des identifiants de station et des notes de liner. Puis j'ai remis la station en marche. Merveille des merveilles, la réponse des habitants du quartier a été extrêmement positive. Et 2 jours après la remise en service de la station, mon premier annonceur est entré. C'était Herb Canner, propriétaire de la maison funéraire locale. J'ai commencé à travailler. Pendant les 18 mois suivants, seules 2 choses ont assombri mon petit coin de paradis. Le premier était que je détestais toujours mon travail, surtout le trajet. Le deuxième ombre était que nous avons découvert qu'Amanda ne pouvait pas avoir d'enfant. J'ai été bouleversé par cette nouvelle, mais étonnamment, Amanda n'était pas contrariée, et elle a catégoriquement refusé de considérer l'adoption. Cela aurait dû être mon 3e signal d'alarme concernant Amanda. Mais bien sûr, je l'ai également manqué. Des 2 problèmes, je ne pouvais résoudre que l'un. Le second, je devais apprendre à l'accepter. Donc, un soir, j'ai expliqué à Amanda que je voulais démissionner de mon travail à Greenville. Elle était très contrariée et effrayée quand je lui ai d'abord annoncé mes intentions. Son entreprise de design d'intérieur ne se développait pas comme elle le pensait. En fait, Amanda ne gagnait toujours qu'environ 80% de ce qu'elle gagnait en travaillant pour quelqu'un d'autre. Amanda était catégorique, j'étais licencié, alors j'ai décidé que la meilleure façon de gérer la situation était de lui montrer les avantages noir sur blanc. Le lendemain au travail, j'ai tout fait ce que j'avais à faire en milieu de matinée. J'ai passé le reste de la journée à travailler sur un tableau pour montrer à Amanda comment je pourrais quitter mon travail. Et notre train de vie n'en souffrirait pas. J'ai pu montrer que l'argent que je versais à la station pouvait couvrir tous nos frais sauf environ 1 000 $ par mois. Et cela, j'en étais sûr, serait plus que compensé car j'aurais plus de temps pour vendre de la publicité. Pourtant, ces 1 000 $ suffiraient à faire réfléchir Amanda. J'ai donc décidé de proposer une dernière option à laquelle j'avais honte de ne pas avoir pensé plus tôt. J'allais faire de la publicité pour l'entreprise de ma femme gratuitement à la station de radio. Les choses se passaient bien ce soir-là, mais Amanda a vraiment aimé l'idée de faire de la publicité pour son entreprise gratuitement à la station de radio. Et elle a particulièrement aimé l'idée de faire la voix de ses propres spots publicitaires. Je n'arrivais vraiment pas à croire que je n'avais pas proposé à Amanda les spots plus tôt. Je suppose que j'étais trop occupé à trouver de nouveaux annonceurs payants. Mon plan d'affaires était simple. Je rendais visite à au moins une douzaine d'entreprises chaque semaine. Certaines étaient des annonceurs existants, mais la plupart ne l'étaient pas. Je me présentais aux propriétaires ou aux gérants et leur offrais de petits cadeaux promotionnels, des stylos, des blocs-notes ou un calendrier. Ensuite, je leur parlais des avantages de la publicité radio et leur donnais une liste de nos tarifs. Le dernier conseil était que je les encourageais à enregistrer leurs propres annonces pour donner à leur entreprise un aspect plus personnel. De cette façon, les nouveaux clients n'entreraient pas dans leur magasin en tant qu'étrangers. Pendant les 3 années suivantes, j'ai vécu mon rêve. J'avais une femme que j'aimais et que je pensais m'aimer. J'avais réalisé mon rêve de toute une vie de posséder une station de radio et tout se passait bien. Mais, comme je l'ai dit, ma vie avait glissé du plus haut niveau dans un tas de merde. Cela en était arrivé au point où j'étais sur le point de tout perdre. Malgré tout, je n'ai pas abandonné et j'ai lentement essayé de m'en sortir.
C'était un combat que je devais gagner pour moi-même et pour tous ceux qui dépendaient de la station. L'un de ceux qui dépendaient désespérément de la station était Lou Talbot. Il travaillait le 3e quart à l'usine Windward. Lou était DJ dans plusieurs grandes villes pendant 20 ans jusqu'à ce que son addiction à l'alcool le rattrape. Un mois après la remise en route de la station, j'ai réalisé que j'avais besoin de plus de voix que juste la mienne et parfois celle d'Amanda. Mais je n'étais pas sûr de pouvoir me permettre de payer quelqu'un. Mais un jour, Lou est entré et s'est présenté. Au début, je ne savais pas quoi penser de lui. Même s'il n'était que 11 heures du matin, je pouvais sentir l'alcool. Néanmoins, j'étais intrigué lorsqu'il a commencé à me parler de toutes les stations de radio pour lesquelles il avait travaillé. J'ai pris le risque de l'embaucher pour animer une émission de 7 à 9 heures du matin. Lorsque les gens ont appris que j'avais engagé Lou, ils m'ont mis en garde en me disant que je faisais une erreur. Mais Lou était assidu. Du lundi au vendredi, il était ponctuel. Et l'une des règles que j'ai établies était de ne pas boire avant ou pendant son émission. Au début, Lou a réduit sa consommation d'alcool jusqu'à l'après-midi. Puis il l'a limité au week-end seulement. Enfin, il a arrêté complètement. Au fur et à mesure que Lou devenait sobre, j'ai élargi ses responsabilités et augmenté son salaire. Son émission du matin a eu un début maladroit, car cela faisait longtemps qu'il n'avait pas travaillé à l'antenne. Et là où Lou avait travaillé auparavant, quelqu'un d'autre était assis à son bureau. Mais progressivement, Lou a pris le coup de main, et les auditeurs ont adoré son émission. Son émission était un mélange de musique et d'histoire. Lou racontait des histoires de sa vie et de l'histoire du quartier. Il racontait aussi des histoires sur les personnes uniques qu'il avait rencontrées dans le quartier et partout où il avait vécu. C'étaient des histoires de lutte, de sacrifice, de tragédie, d'amour, de succès et de rédemption. Je restais émerveillé de voir comment il trouvait constamment de nouvelles histoires différentes à diffuser. Cependant, Lou n'a jamais réussi à maîtriser le fonctionnement fluide de la télécommande et faisait constamment des erreurs. Malgré ces erreurs constantes, ou peut-être à cause d'elles, les auditeurs adoraient Lou. La personne suivante à trouver refuge à la station était un jeune homme mince, au visage boutonneux et aux cheveux roux, qui est entré un jour dans le bâtiment. Apparemment, il ne s'était pas lavé depuis longtemps, car je pouvais le sentir à 15 pieds de distance. J'ai appris plus tard que le père de Jimmy avait abandonné la famille. Sa mère luttait contre l'alcoolisme tout en essayant d'élever 4 enfants. « Que puis-je faire pour toi, mon fils ?» lui ai-je demandé. Le garçon avait l'air paniqué. « Je suis désolé, je vais partir. » Et je me suis retourné vers lui alors qu'il s'apprêtait à partir rapidement. « Comment tu t'appelles » a-t-il dit en se tournant vers moi. « Eh bien, Jimmy Saunders, aimerais-tu faire un tour de la station ?»« Vraiment ? Ce serait génial » a-t-il demandé incrédule, puis a ajouté. « Si ce n'est pas trop vous déranger ?» Pas de problème, j'ai essayé de le rassurer. Il n'y a rien de mieux que de montrer aux gens votre station de radio. Bien que je ne considère pas vraiment que ce soit ma station de radio, je la considère comme appartenant aux habitants du comté de Calvary. Jimmy me rappelait moi-même, mais sans les boutons et les cheveux roux. Il était complètement fasciné par tout ce qu'il voyait. Cela m'amusait de voir le visage émerveillé de Jimmy alors que nous passions d'une pièce à l'autre. J'observais un homme qui venait d'être piqué par le virus de la radio. Lorsque la visite fut terminée, j'ai vu que Jimmy ne voulait pas partir, alors je lui ai demandé s'il voulait être bénévole à la station. Le visage de Jimmy s'est illuminé comme un sapin de Noël et il a vigoureusement acquiescé. J'ai pris 2 t-shirts avec le logo de WJTW et je les ai tendus à Jimmy. Il les a pris et les a serrés contre sa poitrine. Il était clair, à la vue de son visage, qu'il appréciait infiniment les 2 t-shirts bien plus que ce que j'avais payé pour eux. Il y a cependant une chose, j'ai essayé de trouver comment dire ce qui devait être dit sans submerger le garçon. « Si tu veux travailler ici, tu devras te doucher avant de venir. » Le regard de Jimmy est passé de la joie pure à la panique totale. On n'a pas d'eau courante chez nous. Le tuyau a éclaté et maman n'a pas l'argent pour le réparer. Il n'y a plus de cours de sport à l'école donc je ne peux pas utiliser les douches du vestiaire. Ce n'est pas un problème Jimmy, ai-je dit calmement.
Apporte juste des vêtements propres demain et tu pourras te doucher ici. C'est ainsi que Jimmy a commencé à travailler pour moi. Au début, il nettoyait juste la station, mais ensuite je lui ai appris à utiliser l'équipement du studio de production. Il a appris rapidement et bientôt il tournait des publicités. Et je me suis mis à le payer. Ce n'était que $100 par semaine, mais pour Jimmy c'était une fortune. Il dépensait chaque centime pour acheter de la nourriture et des vêtements pour ses frères et sœurs. Après 3 mois, je lui ai confié l'émission du soir à l'antenne. Il a animé une émission qui continuait à diffuser notre musique, mais couvrait également les événements se déroulant à l'école. L'émission est devenue très populaire et avec elle, la popularité de Jimmy à l'école a commencé à croître. Il n'était plus le paria puant. J'ai appris à Jimmy comment installer le matériel dans les stades de football et même comment diriger le jeu ou être le commentateur sportif pendant la saison de football. Enfin, j'ai engagé Jimmy pour animer l'émission de l'après-midi. C'était il y a 2 ans et maintenant Jimmy était en train d'être envisagé pour un poste de DJ sur un marché beaucoup plus vaste. Et c'est Jimmy qui m'a donné la solution à une crise potentielle impliquant les matchs de football lycéens. Le problème était que 5 lycées du comté voulaient chacun une station de radio pour diffuser leurs matchs du vendredi soir. J'ai réalisé que si je diffusais les matchs d'une école au détriment des autres, je risquais d'aliéner les fans de ces équipes. Jimmy a proposé une solution unique. Comme les écoles jouent 10 matchs par saison, il a suggéré de diffuser 2 matchs pour chaque école. De plus, il a suggéré d'embaucher des élèves pour assister aux 4 autres matchs. Ils utiliseraient des enregistreurs vocaux numériques pour enregistrer les moments importants des autres matchs. Le lendemain, nous éditerions les enregistreurs avec des images du match que nous avons diffusé et les montrerions lors de l'émission sportive du samedi matin. Ce stratagème s'est avéré très populaire et a résolu peut-être le plus gros problème. Environ 2 ans après avoir acheté la station de radio, j'ai trouvé un terrain idéal pour l'installation d'une nouvelle tour. C'était un terrain de 10 acres, aussi proche que je pouvais légalement le déplacer en vertu de la demande que Fred avait initialement déposée. Les 10 acres appartenaient à Edgar Brenner, l'un des grands agriculteurs de la région. Edgar avait la réputation d'être un homme d'affaires impitoyable et il me l'a prouvé. Il possédait 1500 acres de terres agricoles de premier choix. En fait, il avait 1490 acres de terres de premier choix. Les 10 acres qui m'intéressaient étaient assez marécageux. En fait, seul un acre de cette parcelle était complètement sec. Malgré cela, M. Brenner m'a dit qu'il voulait $8000 par acre. Ce tarif était celui des terres agricoles de premier choix, et cette parcelle ne l'était certainement pas. Néanmoins, il n'a pas voulu céder car il avait bien réfléchi et savait que c'était parfait pour moi. Je n'avais besoin que de 5 acres, alors j'ai essayé de convaincre Edgar de me vendre 5 acres en bordure de route. Mais il a dit que je devais acheter les 10, sinon il n'y aurait pas d'accord. Peu m'importe si je vends le terrain ou non, m'a-t-il dit au téléphone. Cependant, je vais contracter un prêt hypothécaire sur 5 ans à 9% d'intérêt. Le taux en vigueur à la banque était de 3 à 4%. Monsieur Brenner avait discuté du financement avec les banques locales et savait qu'elles ne me financeraient pas. J'ai cherché partout un autre terrain, mais rien de convenable ne s'est présenté. Si je voulais le terrain, je devrais m'humilier et accepter les conditions de Monsieur Brenner. J'ai finalement acheté le terrain quand j'ai réalisé que la station pouvait assumer l'hypothèque même avec les conditions strictes d'Edgar. Environ 6 mois après avoir acheté le terrain, l'activité a repris et j'avais besoin d'un comptable à temps partiel pour la comptabilité, répondre au téléphone et faire les factures. J'avais besoin de quelqu'un pour 20 heures, et je voulais payer environ $200 par semaine. J'ai donc passé une annonce disant que j'embauchais. J'ai même mis une petite annonce dans un journal de Greenville qui était jetée. Mais je n'ai reçu aucune réponse. J'étais sur le point d'abandonner l'idée et d'attendre de pouvoir embaucher quelqu'un à temps plein. Mais un matin, on a frappé à ma porte. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu une jeune femme dans la vingtaine. Son expression faciale me rappelait celle de Jimmy. Elle avait l'air morte de peur. « Excusez-moi de vous déranger », s'est-elle excusée humblement, mais il n'y avait personne là-bas. « Le poste est-il toujours disponible ?» Elle m'a tendu un journal jeté. « Oui,
ai-je répondu en l'examinant. Elle était petite, avec des cheveux châtains rassemblés en une queue de cheval. Sa robe était froissée et ses chaussures bien usées. La jeune femme était mince, presque maigre. Pourtant, elle avait un joli visage et un sourire agréable, bien que légèrement timide. La jeune femme continuait de regarder nerveusement autour d'elle jusqu'à ce que je me reprenne. « Veuillez vous asseoir », ai-je dit en lui montrant la chaise en face de moi. « Je suis Tom Ambrose », ai-je dit en lui tendant la main de l'autre côté de la table. « Je suis Tracy Bronson », a-t-elle répondu en me serrant la main. « Alors, parlez-moi de vous », ai-je demandé. « Avez-vous un CV ?»« Non, monsieur », avait-elle l'air choquée. Je ne savais pas que j'en avais besoin. « Pas de problème », lui ai-je assuré d'un geste de la main. « Avez-vous de l'expérience en comptabilité ?» Elle a secoué la tête et regardé vers le sol. À vrai dire, la tenue de mes comptes ne nécessitait aucune expérience en comptabilité. Nous enregistrions tout sur un tableur informatique. « Êtes-vous familier avec Windows ?» Elle a relevé les yeux et a acquiescé avec un léger sourire. « Je sais utiliser un traitement de texte. » « Et les tableurs ?» Quand elle a secoué la tête, j'ai senti que ce travail n'était pas pour elle. Mais ce qui s'est passé ensuite m'a fait voir l'entretien sous un tout autre jour. « Maman ?» J'ai entendu l'appel discret d'un petit enfant. Tracy s'est levée instantanément de sa chaise. « Je suis vraiment désolé, c'est ma fille. Je vais la remettre dans la voiture. »« Non, emmenez-la à l'intérieur, » ai-je dit avec un sourire. « Ça ne me dérange pas. » La fillette n'avait pas plus de 3 ou 4 ans. Ses cheveux blonds fins étaient fraîchement brossés et elle avait un nœud rose dedans. Au coin de la bouche de la fillette se trouvaient les restes d'une sucette. Elle tenait la main de sa mère et suçait son pouce. Quand Tracy se rassit, la petite fille grimpa sur les genoux de sa mère et posa sa tête sur son épaule. « Est-ce qu'on va bientôt manger ?» demanda la fillette. « J'ai vraiment faim. »« Chut, ma chérie, on ira manger quand j'aurai fini. Voici ma fille Kimberly. » Tracy embrassa la tête de sa fille. Je fouillai dans mon placard et pris un récipient tupperware. Je l'ouvris et demandai à la fillette. « Est-ce que tu aimes les cookies ?» Les yeux de Kimberly s'illuminèrent, mais elle regarda sa mère avec interrogation. Cassie hocha la tête et Kimberly prit un des cookies. « Merci. Un cookie ne suffit pas, » dis-je avec un sourire en sortant 2 cookies du récipient et en les posant sur la table devant Kimberly. « Il t'en faut au moins 2 de plus. »« Et toi, maman ?» Ce sont des cookies aux pépites de chocolat fait maison que Madame Myers de la rue d'à côté a préparés ce matin. Elle nous en apporte chaque semaine, disant qu'elle nous soudoie pour continuer à diffuser la même musique sur WJTW. Madame Myers sera très contrariée si tu n'en goûtes pas au moins quelques-uns. Kimberly dévora son cookie et Tracy prit une bouchée du sien. Tracy gardait les yeux rivés sur moi, essayant probablement de deviner si j'allais lui donner le poste ou non. Je jetai un coup d'œil à Kimberly assise sur les genoux de sa mère et décidai de lui donner sa chance. « Eh bien, si le poste t'intéresse, il est à toi, » dis-je en me levant. Je vis les yeux de Tracy s'illuminer alors qu'elle me remerciait pour l'opportunité. « Maintenant, je vais chercher le formulaire W9 et nous pourrons commencer les démarches administratives. » Alors que j'allais retourner à mon bureau, j'entendis Kimberly poser à sa mère une question qui m'a presque brisé le cœur. « Maman, est-ce qu'on va devoir dormir à nouveau dans la voiture ce soir ? Il fait tellement froid là-bas. »« Ce ne sera pas pour longtemps, ma chérie, » répondit tristement Tracy. J'attendis quelques secondes puis retournai à mon bureau. « Si tu vas travailler ici, tu devrais au moins savoir où se trouve la salle de bain. Viens, je vais te faire visiter la station. » Je les guidai à travers la partie radio du bâtiment. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la surprise émerveillée de Kimberly lorsqu'elle réalisa que ce qui se jouait dans le studio principal était diffusé. J'ai gardé la partie résidentielle de la visite pour la fin. Dit que les anciens propriétaires utilisaient cette partie du bâtiment comme leur maison. Ils y ont élevé leurs enfants jusqu'à ce qu'ils puissent se permettre de construire cette maison coloniale de l'autre côté de la rue. Ma femme et moi avons acheté la maison et le terrain en même temps. Je leur ai fait visiter les pièces du côté habitable puis j'ai fait une offre. J'espérais que Tracy ne se sentirait pas intimidée par cela. Et,
Je viens de réaliser que tu es nouveau en ville et que tu n'as probablement pas encore eu le temps de trouver un endroit, ai-je dit avec incertitude. Si tu as déjà trouvé un endroit ou si tu prévois de séjourner dans l'un des motels, c'est bien. Mais si tu veux, tu peux utiliser cette partie de la station en attendant de trouver quelque chose à toi. J'ai vu que Tracy n'était pas entièrement satisfaite de mon offre, alors j'ai essayé de la rassurer. Écoute, je sais que ça peut sembler un peu bizarre, mais mon ami de jour Jimmy a passé beaucoup de nuits ici. Même mon pote du matin Lou a dormi ici quand son appartement était en train d'être fumigé. De toute façon, j'avais prévu de mettre de nouvelles serrures sur la porte de la chambre, mais je n'ai pas eu le temps. Si tu veux, j'installerai une dans la grande chambre et tu auras juste les clés. Mais ça ne me dérange pas si tu ne veux pas. Il était clair que Kimberly voulait que sa mère accepte l'offre, mais Tracy n'était toujours pas sûre. Même si je savais qu'elles étaient désespérées de trouver un endroit où vivre, je n'allais pas insister. Ce devait être sa décision. Si tu veux, je peux mettre les serrures tout de suite, ai-je dit en regardant ma montre. Mais si ça ne t'intéresse pas, je dois y aller. Tu pourras commencer demain matin à 9 h. Tracy a regardé sa fille puis moi. J'apprécierais vraiment si nous pouvions rester ici. Tu avais raison, nous n'avons pas encore d'endroit où loger. Il m'a fallu environ 15 minutes pour mettre une nouvelle serrure sur la porte de la chambre, puis j'ai remis les clés à Tracy. J'ai montré le réfrigérateur dans la cuisine. Je pense qu'il reste de la pizza et des canettes de soda là-dedans. Sers-toi de ce qu'il y a. Ce sont les règles ici à la station. Si tu le trouves, tu peux le manger ou le boire. Et n'oublie pas les cookies dans mon bureau. Finis-les pour que je ne les mange pas à nouveau. Ainsi, Tracy a commencé à travailler et à vivre à la station. Pendant la première semaine, Tracy a continué de prétendre qu'elle trouverait bientôt un endroit où vivre. Mais je savais que Tracy ne pourrait pas louer un placard pour l'argent que je lui donnais. Finalement, au début de la deuxième semaine, elle a admis qu'elle n'avait nulle part où aller. Tracy m'a dit qu'elle avait quitté son petit ami violent quand il a commencé à frapper Kimberly. Je lui ai donné la permission de rester ici aussi longtemps qu'elle le voulait. Engager Tracy a été l'une des meilleures décisions que j'ai jamais prises. Elle a maîtrisé le programme de tableur en moins d'1 heure. Ensuite, Tracy a réorganisé le système de classement pour que nous puissions enfin retrouver quelque chose. Elle a créé un planning de facturation pour nos clients et un modèle pour nos factures. Je ne l'avais engagée que pour 20 heures, mais Tracy travaillait au moins 40 heures chaque semaine et ne se plaignait jamais. Après la 3e semaine, je me suis senti coupable, alors j'ai augmenté son salaire à 250 $ par semaine. Je lui ai ensuite dit que si elle voulait essayer sa chance en vente, je lui paierais 25% de tous les revenus publicitaires qu'elle apporterait à la station. Tracy s'est lancée dans la vente comme un poisson dans l'eau. Bientôt, elle gagnait 400 ou 500 $ par mois en commission. J'adorais avoir Tracy et Kimberly à mes côtés. Tracy était prête à prendre en charge n'importe quel travail que je lui confiais, et je ne savais jamais où je trouverais Kimberly en train de jouer. Cependant, elle n'avait pas le droit d'entrer dans la salle de transmission, que je gardais fermée à clé. Elle pouvait jouer dans les studios s'il n'y avait personne qui y travaillait. Amanda a mal pris le fait que je les laisse vivre dans la zone de vie de la station. Même lorsque je lui ai expliqué qu'elle vivait dans leur voiture, Amanda s'en fichait. Elle était préoccupée par ce que les gens penseraient d'une jeune femme vivant là-bas, et encore moins avec sa fille. Cela aurait dû être un autre signal d'alarme pour moi, mais je l'ai aussi manqué. Pourtant, je pensais qu'Amanda et moi vivions comme dans un rêve. J'avais l'impression que nous étions plus proches que jamais, et je ne pensais pas pouvoir aimer quelqu'un davantage. De plus, l'entreprise d'Amanda avait tellement prospéré qu'elle gagnait désormais plus qu'à son précédent emploi. Les publicités sur la chaîne ont beaucoup aidé. Tout se passait si bien. Même nos voisins étaient chaleureux et amicaux. Comme je l'ai mentionné, Madame Myers nous préparait des cookies et des tartes. Les enfants du quartier jouaient au stickball, au hockey de rue et à la balle aux prisonniers sur la route devant la station. Parfois, lorsque je n'étais pas occupé, je sortais pour les rejoindre. Mais comme j'étais beaucoup plus grand, je devais utiliser ma main gauche pour toutes les activités car je suis naturellement droitier. Lorsque nous jouions au hockey,
Je n'avais le droit d'être que le gardien de but, et mon but était 2 fois plus grand. Mon voisin préféré était Henry Wilson, qui habitait juste en face de la station. C'était un marine à la retraite qui avait combattu au Vietnam. Il venait à la station 3 ou 4 fois par semaine pour prendre un café avec moi et discuter de tout et de rien. Il avait de superbes histoires, et elles n'étaient pas toutes liées à la guerre. Et oui, certains d'entre eux étaient de la variété X. Henry a perdu sa femme, Ellie, il y a 5 ans, et je pouvais voir qu'il était toujours en deuil pour elle. Quand il parlait d'Ellie, on pouvait voir l'amour dans ses yeux. J'aimais vraiment passer du temps avec Henry, mais je pouvais voir qu'au fil des ans, il commençait à décliner. Il avait un cancer, probablement à cause de l'agent orange, et un mauvais cœur. Il y a 10 ans, il a subi une chirurgie à cœur ouvert et a eu 5 stents depuis. Pourtant, Henry ne se plaignait jamais, même s'il était malade la plupart du temps et que l'argent était toujours serré. Il vivait avec la sécurité sociale et une pension militaire. Mais les factures médicales non couvertes par l'assurance le laissaient sans le sou. J'ai suggéré qu'il aille dans un hôpital pour anciens combattants, mais il a dit qu'il préférait mourir plutôt que d'aller dans cet endroit infesté de rats. J'ai été contraint de convenir que notre hôpital local pour anciens combattants était l'un des plus anciens. Par conséquent, il était chroniquement sous-effectif et mal entretenu. À mon avis, c'est tout simplement criminel la façon dont nous traitons tant d'anciens combattants. Les gens disent toujours que les seules choses sur lesquelles on peut compter sont la mort et les impôts, mais ils ont tort. Les seules choses sur lesquelles on peut vraiment compter sont la mort et le changement. C'est exactement ce qui est arrivé à mon petit coin de paradis parfait. Les choses ont commencé à changer. L'économie a commencé à s'effondrer avec la fermeture de l'usine Windward. Ensuite, Walmart est parti, suivi par l'une des grandes pharmacies. Mais le quartier avait connu des temps difficiles auparavant, et les habitants luttaient pour s'adapter. Puis l'économie à travers le pays a connu une forte baisse. Les affaires de tout le monde ont été affectées, et la station de radio n'a pas été épargnée. Les revenus publicitaires ont chuté de 20% de plus, et j'ai eu du mal à compenser. Dans une certaine mesure, j'ai atténué le choc en faisant du troc avec les entreprises. Par exemple, j'ai ouvert un compte dans une station-service locale. J'obtenais de l'essence pour nos voitures en échange de publicité à la radio. J'ai conclu un accord avec la salle de sport que fréquentaient Amanda et moi. Et les choses semblaient se stabiliser un moment, mais les coûts financiers n'étaient pas encore terminés. La société Braxton Machines a annoncé qu'elle délocalisait sa production au Mexique. Braxton fabriquait des pièces pour avions commerciaux et militaires. La société employait 400 personnes. La perte de Braxton a envoyé des ondes de choc dans notre communauté, surtout lorsque certaines des petites entreprises ont commencé à faire faillite. La chambre de commerce locale a décidé de tenter d'attirer de nouvelles entreprises dans la région. S'ils ne pouvaient pas remplacer les emplois perdus, la situation pourrait devenir très mauvaise pour l'économie locale et les habitants qui vivent ici. J'ai été élu pour faire partie d'un comité chargé de rechercher de nouvelles entreprises et espérer les attirer à Milton ou dans les environs. Je venais tout juste de commencer à travailler sur cela quand un serpent est entré dans mon petit paradis. Le nom du serpent était Chad Duncan III. La famille de Chad possédait une centaine de petits et moyens journaux. Les petits journaux étaient principalement ceux qui étaient jetés gratuitement sur les pelouses. Ils possédaient également 12 magazines régionaux et 4 stations de télévision. 2 étaient des affiliés de CBS et 2 étaient des affiliés de NBC. Le plan d'affaires de la famille était simple. Que ce soit un journal, un magazine ou une station de télévision, ils le gardaient uniquement s'il était rentable. Aucune des organisations ne rapportait beaucoup d'argent individuellement, mais ensemble elles assuraient à la famille un flux de trésorerie impressionnant. Un jour, Amanda est rentrée plus tard que d'habitude, parlant avec enthousiasme d'un nouveau client, Chad Duncan III. Il l'avait engagé pour concevoir le bureau de leur nouveau journal, le Milton Free Press. J'étais mal à l'aise à l'idée que Chad se présente après toutes ces années, mais je n'étais pas trop inquiet. C'était un autre signal d'alarme que j'avais manqué. La chambre avait accueilli Chad à bras ouverts, voyant son ouverture d'une nouvelle entreprise en ville comme un bon présage. C'était une blague.
Il n'avait embauché que 3 personnes, un journaliste, un commercial et un responsable de bureau pouvant faire office de journaliste ou de commercial. Mais tout le reste utilisé par le nouveau journal venait d'ailleurs. Tous les matériaux étaient importés d'ailleurs, et le journal lui-même était imprimé à Greenville. J'ai eu l'occasion de parler à Chad plusieurs fois lors de réunions de la Chambre de commerce et d'autres événements communautaires. Il semblait assez agréable, et j'ai cru à tort que nos désaccords universitaires étaient derrière nous. Il semblait à l'aise dans notre communauté, a fait plusieurs généreux dons à des œuvres de charité locales et a rejoint plusieurs clubs locaux d'intérêt spécial. Chad était venu dans le sud pour étendre l'entreprise médiatique de sa famille dans le sud-est. Avant que Chad ne rencontre Amanda, sa famille avait déjà acheté le journal Greenville Times. Il allait lancer 8 autres petits journaux de ville et lancer un magazine de pêche et de chasse. 4 de ces petits journaux devaient être situés dans des villes de ce comté. Mais Chad semblait plus intéressé à aider ma femme à développer son entreprise qu'à développer l'entreprise de sa famille. Bientôt, Amanda a commencé à rentrer de plus en plus tard. Alors elle a commencé à passer la nuit à Greenville pour assister aux réunions du matin. C'était tout un tas de signaux d'alarme que je n'ai finalement pas manqués. Je pouvais sentir Amanda s'éloigner de moi. Mais je ne voulais pas abandonner sans me battre. J'ai envoyé des fleurs à ma femme, lui ai acheté de petits cadeaux intimes et j'ai essayé de l'emmener à des rendez-vous romantiques. Rien n'a fonctionné, et c'est à ce moment-là que j'ai mis un traceur sur le téléphone d'Amanda. J'ai découvert qu'Amanda passait ses nuits avec Chad. La guerre était finie, et j'avais perdu. J'ai sérieusement envisagé d'aller à Greenville et de tabasser Chad. Mais cela aurait entraîné mon arrestation, et Chad aurait pu me narguer à travers les barreaux. Et ainsi, en plus de tous mes tourments économiques, ma femme de 8 ans m'avait trahi. Amanda était retournée vers son premier amour de l'université. Le fait qu'Amanda allait me quitter était déjà assez dur, mais qu'elle me quitte pour un homme que je méprisais était une toute autre douleur. Et si je me laissais trop penser à tout cela, je commençais à hyperventiler. En fin de compte, j'ai décidé que je devais parler à Amanda. Je ne voulais pas être comme mon oncle Fred. Sa femme l'avait quitté pour épouser son patron. Il s'était ridiculisé en suppliant et en implorant sa femme de revenir vers lui pendant des mois. Finalement, mon oncle Fred avait fait une dépression nerveuse et avait dû être hospitalisé. C'était triste et gênant à voir. Et j'ai juré de ne jamais être comme mon oncle. Alors j'ai décidé que la meilleure façon de gérer la situation était de dire à Amanda que c'était fini. Mais elle m'a devancé. Je suis rentré un soir chez moi et j'ai vu Chad et Amanda assis dans le salon. Amanda avait l'air nerveuse et Chad était assis là avec un sourire narquois. « Tom, nous devons parler », a dit Amanda en souriant à Chad. Cependant, comme disent les Britanniques, il devait se mettre à l'épreuve cette nuit-là. Pourtant, tout ce désordre s'est enfin clarifié dans mon esprit. Chad avait promis de me rendre la monnaie de ma pièce pour ma blague dans le journal de l'université, et il semblait qu'il l'avait fait, en me volant ma femme. 2 choses m'ont aidé à traverser le divorce. La première était l'attitude que j'ai adoptée lorsque ma femme m'a annoncé qu'elle demandait le divorce. Cela m'a coûté beaucoup, mais j'ai simplement acquiescé et dit « d'accord ». J'ai pu voir que mon manque d'émotion rendait Amanda un peu nerveuse, et Chad était clairement agacé que je ne me sois pas effondré émotionnellement. Cela m'a convaincu que faire semblant que le divorce n'était pas une grosse affaire était la bonne chose à faire. Comment je gérerais le divorce était une autre question. Je savais qu'Amanda voulait notre maison, et elle savait que je voulais la station de radio. Dans l'esprit d'Amanda, il était juste de récupérer la maison et la moitié de la station de radio. Même dans cette négociation, je n'ai montré aucune émotion. J'ai dit à Amanda qu'elle pouvait avoir la moitié de la station de radio. Comme elle perdait de l'argent, elle serait responsable de la moitié des dettes de la station. Cela a refroidi son ardeur, car elle ne voulait aucune part de la station de radio. Après de longues négociations, Amanda a accepté de faire évaluer la maison et la station de radio. Si la station de radio valait plus que la maison, je paierais à Amanda la moitié de la différence. En revanche, si la maison valait plus, Amanda devrait me payer la moitié de cette valeur. Nous avons fait évaluer les 2 propriétés par 2 experts, et ils ont montré que la maison valait de 20 000 à 40 000 $ de plus que la station.
Lorsque cela est sorti, Amanda s'est lamentée en disant qu'elle ne me paierait pas 10 000 $ si nous utilisions la valeur d'évaluation la plus basse. L'attitude d'Amanda à propos de me payer pour une valeur différente m'a vraiment agacé, mais je ne l'ai pas montré. Au lieu de cela, j'ai demandé à mon avocat de se renseigner sur la façon dont Amanda me paierait la pension alimentaire pour enfants. À l'époque, elle gagnait plus d'argent avec son entreprise que moi avec la station de radio. Principalement grâce à Chad. L'idée de Chad de séduire ma femme en s'impliquant dans son entreprise s'est à nouveau fait sentir. Lorsque mon avocat en a parlé, Amanda a eu une nouvelle crise. Le divorce a été retardé jusqu'à ce que je suggère une réunion privée. Alors que les choses avançaient, je devais toujours maintenir financièrement la station à flot. Pendant ce temps, j'ai également passé un temps malsain à réfléchir à des moyens de me venger des deux tricheurs. Cependant, la plupart de mes idées étaient stupides ou auraient pu me conduire en prison. Finalement, j'ai eu deux idées que je pensais leur nuire au moins un peu. La première chose que j'ai faite a été de retirer toutes les publicités d'Amanda de l'antenne. Ensuite, je suis allé chez Maggie's Interior Design, une petite entreprise de design d'intérieur située à 2 villes de là. J'ai fixé un prix ridiculement bas pour que Maggie ne puisse pas refuser. Dès qu'Amanda a réalisé que sa publicité avait été remplacée par celle d'un concurrent, elle m'a appelé. Elle a exigé une explication sur pourquoi sa publicité n'était pas diffusée. « Tu plaisantes, Amanda ?» ai-je dit incrédule. « Nous sommes en train de divorcer. Tu ne pensais quand même pas que j'allais continuer à diffuser tes publicités gratuitement. » Mais ce n'était que mon premier coup. Lorsqu'Amanda a voulu acheter du temps d'antenne, je lui ai dit que je n'avais pas de créneau disponible. Ma future ex-femme est devenue hystérique. J'ai simplement raccroché avec un sourire. La prochaine chose que j'ai faite a été d'attaquer l'entreprise de Chad. Si j'avais été dans mon bon sens, je doute que j'aurais fait ce que j'ai fait. Je suis allé voir tous les annonceurs des journaux du Tchad et j'ai essayé de leur vendre l'idée de diviser leur budget publicitaire. L'idée était que les entreprises achèteraient de petites annonces dans les journaux et utiliseraient le reste pour des spots radio. Les gens entendraient parler de leur entreprise à la radio, et nous prêterions attention aux annonces dans les journaux. À ma grande surprise, mon plan a réellement fonctionné. Nous avons convaincu environ 40% des annonceurs du Tchad d'accepter l'offre. Les revenus supplémentaires ont un peu aidé la station. Mais nous tournions en rond. Inutile de dire que Chad était furieux, ce qui m'a rendu très heureux. Le divorce traînait toujours, mais Chad et Amanda se promenaient en ville comme un couple marié. Cela m'énervait, alors j'ai demandé à mon avocat de dire à l'avocat d'Amanda que nous irions simplement au tribunal si nous ne pouvions pas nous mettre d'accord à l'avance. Finalement, ils ont accepté de se rencontrer au bureau de l'avocat d'Amanda. J'ai accepté, même si cela n'a pas rendu mon avocat heureux. Quand mon avocat et moi sommes entrés dans la salle de conférence, Chad était assis là en souriant. Je lui ai souri et hoché la tête. « Chad, tu vas devoir partir. »« Je ne pars pas, » grogna Chad, et Amanda hocha la tête. « Eh bien, je suppose que la réunion est terminée, » dis-je en me tournant vers l'avocat. « Nous laisserons simplement le tribunal s'en occuper. »« Attendez une seconde, s'il vous plaît » nous a interpellé l'avocat d'Amanda alors que nous partions. « Donnez-moi quelques minutes pour discuter avec ma cliente. » Peu de temps après, nous avons été invités à revenir et Chad est parti, essoufflé. « D'accord, avant de commencer, Amanda, dis-je en regardant directement ma femme, je ne sais pas ce que j'ai fait pour être traité aussi mal que tu m'as traité. Si tu voulais sortir de notre mariage, tu n'avais pas besoin de me tromper dans mon dos. Tu n'avais qu'à me dire que tu voulais divorcer. Je t'aurais donné ce que tu voulais. J'espérais plus, et je ne peux pas te dire à quel point je suis déçu de toi. » Amanda rougit, mais ne présenta aucune excuse. À vrai dire, je n'allais pas retenir mon souffle non plus. C'est alors que mon avocat intervint. « Madame Ambrose, j'ai vos revenus des 2 dernières années et les revenus de Tom pour la même période. Comme vous pouvez le voir, vous avez gagné environ 30 000 $ de plus par an que Tom. Je pense que le tribunal approuverait une pension alimentaire de 300 à 500 $ par mois. »« C'est absurde, » répliqua Amanda. « Tom, si c'est votre tentative de me faire du mal, je vous combattrai.
J'ai seulement souri tristement et dit calmement, « Regarde, Amanda, je ne veux pas de ta pension alimentaire. Mais tu ne me paieras même pas la moitié de la différence entre les deux propriétés. Je suis sûr que votre avocat vous dira que le tribunal vous fera payer au moins 10 000 $ et probablement prendra la moyenne des deux évaluations, ce qui serait de 15 000 $. Et il y a une chance que le tribunal prenne la valeur la plus élevée des deux évaluations, ce qui serait de 20 000 $. De plus, il pourrait ajouter une pension alimentaire. Alors pourquoi ne pas trouver un compromis? Payez-moi 15 000 $ et je renoncerai à la pension alimentaire. » Amanda me fixa pendant quelques longs moments. Puis la colère sembla s'échapper d'elle et je vis la froide logique s'installer dans ses yeux. Il était clair que tout l'amour qu'elle avait autrefois ressenti pour moi avait disparu. Après une longue pause, Amanda accepta le compromis. « Eh bien, je suppose que c'est réglé, » dis-je en essayant de paraître joyeux. Avant de quitter la salle de conférence, je me suis approché d'Amanda pour la taquiner un peu. J'ai embrassé le sommet de sa tête et je lui ai menti. « J'espère que toi et Chad serez très heureux. » Je me suis arrêté dans l'encadrement de la porte et me suis retourné pour saluer Amanda. L'incertitude et la confusion sur son visage étaient désormais lisibles. C'était une petite chose, mais cela faisait du bien. Et puis, la deuxième chose qui m'a aidé à traverser le divorce, et probablement la plus importante, c'était Tracy et Kimberly. Elles étaient des rayons de soleil dans une mer de douleur et de souffrance. J'ai toujours entretenu une relation entièrement professionnelle avec Tracy. Pourtant, c'était agréable d'avoir quelqu'un complètement de mon côté. Tracy a été choquée quand elle a découvert ce qu'Amanda avait fait. Néanmoins, le divorce me forçait à changer beaucoup de choses. Lorsque j'ai dû quitter la maison que nous partagions avec Amanda, Tracy m'a demandé si elle devait chercher un appartement. « Non,